Bien, bonjour à toutes et à tous, en présentiel mais aussi en visio, en ligne. Donc juste un petit mot sur l'association avant de débuter ce troisième rencontre muséo. Donc ça fait depuis maintenant 2017 que ces rencontres existent. L'association Métis a été cofondée donc par 3 chercheuses en muséologie, donc Audrey Doyen, Cindy Lebas et Lina Uslit, aujourd'hui donc toutes 3 docteurs. Alors l'objectif de Métis, de cette association, c'est de tisser des liens entre donc, tous les acteurs du secteur muséal et de nourrir leurs réflexions grâce à des rencontres, des cycles de conférences, des formations entre sphères professionnelles et académiques sur de nombreuses thématiques autour des musées, mais également du patrimoine. Métis, c'est aussi 2 autres pôles, le pôle conseil et recherche et le pôle édition, qui permettent à la fois d'avoir des missions donc, au sein des institutions, des musées, et d'autre part de produire toute une série de ressources qui sont publiées à la fois en ligne, sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour cette présentation. Je te laisse reprendre la main du coup. Merci Chloé. Donc ce soir, c'est la 3e rencontre du cycle de rencontres muséaux patrimoine et numérique derrière l'écran, qui est donc une collaboration entre le projet de recherche d'Excupat, dispositifs et expériences en culture et patrimoine, et l'association Métis. Donc la première rencontre portait sur les institutions patrimoniales et les entreprises du numérique. Alors, ça a été mes collègues Julie Pasquet-Jeanne et Caroline Creton, pardon, je vais trop vite, qui l'ont coordonné. La deuxième a porté ici même sur l'inclusion ou l'exclusion des publics par le numérique, et c'était nos collègues Lorraine Thévin et Olivier Hu qui l'ont coordonné. Et ce soir, donc, mon collègue Jean-René Ladurée et moi-même avons le plaisir de recevoir nos invités sur les sources, la conservation et la transmission. Quels apports du numérique? Donc, comme on est tous les deux historiens de formation, on a plutôt axé vers les sources. Et nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Morgane Abivin, Noélie Blangarin et Antoine Gros, qui vont l'un après l'autre se présenter. Je vais tout de suite lancer la présentation de Marie-Morgane et je vais te laisser la parole. Alors, attends, je vais partager pour que les personnes en ligne puissent la voir. Et donc, avec les flèches ici, tu peux lancer. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai préparé quelques slides pour vous expliquer un peu qui je suis et ce que je fais dans le cadre de mon activité aujourd'hui. J'ai un parcours un peu particulier, c'est-à-dire que ce n'était pas une ligne toute tracée, c'est-à-dire que j'ai toujours été absolument passionnée par le domaine des musées, de la valorisation du patrimoine. Donc, c'est pour cette raison que je me suis dirigée vers des études d'histoire. Donc, j'ai fait une licence d'histoire, tout ce qu'il y a de plus classique. Et pour me rapprocher justement de ce domaine du patrimoine et de sa valorisation, j'ai rejoint un master d'histoire ancienne où j'ai décidé de concentrer mes recherches sur les musées. J'ai essayé de comprendre à travers mon mémoire d'études comment est-ce qu'on pouvait valoriser les objets dans les musées. Donc, ça me permettait voilà, d'allier en fait mes études d'histoire et mes centres d'intérêt. Et à la fin de ce master, donc j'avais effectivement développé des compétences dans le domaine de la médiation et de la valorisation du patrimoine dans les musées, mais je trouvais qu'il me manquait un peu une corde à mon arc. Je trouvais que en visitant les musées, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'apports de nouvelles technologies. Et j'avais envie de me diriger vers ce domaine-là, d'essayer de comprendre quels sont les enjeux d'utiliser des dispositifs numériques dans les musées. Et c'est pour cela que j'ai décidé de reprendre un second master. Donc, c'était plus ciblé histoire des sciences et des techniques avec un volet humanité numérique. Et donc, j'ai travaillé sur la conception en fait, d'une application pour tablette tactile dans un musée. Et à la suite de ce master, j'ai fait un passage de 7 mois au Musée des Arts et Métiers de Paris, où j'étais assistante de médiation et je travaillais en fait sur la rédaction de manuels pour les enseignants en fait, qui mettaient en place des activités en, fait, en classe en rapport avec les collections du musée.
Et pendant que j'étais en poste au Musée des Arts et Métiers, on m'a proposé de postuler pour une thèse de doctorat en histoire des sciences et des techniques. Et le but de cette thèse, c'était de travailler sur l'usage de la réalité virtuelle et de l'ingénierie des connaissances pour valoriser le patrimoine et donc apprendre des choses. Alors, à la suite de ce doctorat, j'ai rejoint l'École nationale d'ingénieurs de Brest, donc qui est également appelée l'ENIB, qui est une école d'ingénieurs voilà, qui a été créée dans les années 60, qui est plutôt bien connue à Brest. Et donc, c'est une école d'ingénieurs généralistes voilà, qui concerne les domaines de l'électronique, de l'informatique et de la mécatronique. Et la particularité en fait de l'ENIB, c'est que depuis 2004, l'ENIB a le CERV, qui est donc le Centre européen de réalité virtuelle, qui est une plateforme en fait de recherche scientifique. Et la particularité en fait du CERV, c'est que c'est un laboratoire, une plateforme qui réunit des chercheurs de différentes disciplines, mais qui ont un point commun, c'est-à-dire qu'ils vont travailler avec les technologies de la réalité virtuelle. Donc au CERV, vous pouvez rencontrer à la fois des informaticiens, des psychologues et également des médecins qui sont venus pour développer des applications. Et actuellement au CERV, je suis la seule historienne à travailler là-bas. Donc rapidement, pour vous expliquer un peu, au CERV, on a bien entendu toutes les technologies actuelles en réalité virtuelle. Donc on a les casques de réalité augmentée, les casques de réalité virtuelle, on a des tables tangibles, on a également des robots. Aussi, on a une équipe de recherche qui travaille sur l'utilisation des robots, par exemple pour l'aide à la personne. Et la particularité du CERV, c'est qu'on a la chance d'avoir un cave, donc c'est une salle immersive où on peut également faire de belles choses et qui sont complémentaires avec l'utilisation des casques de réalité virtuelle. Alors, mes missions actuellement, donc déjà je suis ingénieure de recherche réalité virtuelle et médiation. Donc mon travail en fait peut être divisé en deux parties, c'est-à-dire que la première c'est que je suis en charge de tous les projets en rapport avec le patrimoine et la médiation. C'est-à-dire qu'on a des institutions ou des collectivités territoriales qui peuvent venir nous voir et nous dire, ben voilà, on a un patrimoine qu'on souhaite valoriser, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et donc, moi, je fais le lien en fait entre les commanditaires et les informaticiens et puis parfois les infographistes avec qui on va développer les outils. Et ma deuxième casquette, entre guillemets, c'est que je suis chargée de coordination pour le montage d'un projet de chaire UNESCO à l'ENIB, donc qui porte sur l'utilisation en fait, de la réalité mixte pour la conservation et la valorisation du patrimoine. Alors, je vous ai mis 3 exemples de projets sur lesquels je travaille actuellement. Le premier, donc, c'est un projet que je connais très bien puisque je l'ai beaucoup étudié durant ma thèse. Donc, ce sont en fait des photographies qui proviennent de l'environnement virtuel des forges de l'Arsenal de Brest. Donc, c'est une unité de production industrielle qui se trouve dans l'Arsenal de Brest, qui était très ancienne et qui a fermé ses portes définitivement en 2013. Et la particularité en fait de cette unité de production industrielle, c'est qu'à l'intérieur, il y a un marteau-pilon qui date de 1867 et qui est un joyau du patrimoine technique, puisqu'il en existe très peu dans le monde aujourd'hui. Et donc, c'est aussi le témoin d'une activité industrielle qui a aujourd'hui en partie disparu dans l'arsenal. Et dans le cadre de ce projet, donc, qui est toujours actif, puisque ma thèse a terminé en 2019, mais depuis, il y a un projet ANR, donc de l'Agence nationale de la recherche. Et donc, la forge de l'Arsenal de Brest est un cas d'usage de ce projet ANR. Et le but, du coup, c'est de travailler sur la valorisation du patrimoine industriel, mais surtout de se concentrer sur à la fois les systèmes techniques, mais également l'activité humaine qui est liée à ce système technique, donc tout ce qui est savoir-faire, procédure. Et donc, pour faire rapidement la présentation du projet, en gros, on est un utilisateur, on va être immergé dans l'environnement virtuel. Le but, c'est de pouvoir poser des questions à un avatar et l'avatar va aller piocher l'information dans une base de connaissances. Et on peut également éventuellement rentrer des informations dans la base de connaissances en dialoguant avec l'avatar. Actuellement, j'ai un autre projet également. Donc là, c'est avec l'Office français de la biodiversité, le parc marin d'Iroise. Donc, il y avait une problématique, c'est-à-dire que c'est eux qui s'occupent en fait de tous les phares qui sont au large de la Bretagne. Et le phare de Quérillon, en fait,
est absolument magnifique. On l'appelle le Palace des Enfers parce qu'il est extrêmement bien décoré. Et en fait, ce phare, donc, qui date de 1919, si mes souvenirs sont bons, en fait, est vide depuis 2004 puisqu'il est entièrement automatisé. Donc, il y avait une problématique, c'est-à-dire qu'on souhaiterait transmettre des informations sur ce patrimoine, mais la problématique est qu'on ne peut pas se rendre sur ce phare puisqu'il est en pleine mer. Et donc là, la réalité virtuelle était une bonne façon de pouvoir transmettre ce patrimoine aux personnes. Et donc, pour ce projet-là, on a travaillé donc, sur la modélisation de ce phare au moyen d'un nuage de points, donc une captation LIDAR. Et voilà, on a travaillé avec énormément d'archives. Et actuellement, donc, on a une modélisation 3D où on va pouvoir visiter le phare comme si on y était. Et on est également en train de terminer une application où on a un peu le même principe qu'une visite guidée, c'est-à-dire qu'on va avoir des informations sur ce qu'on voit, des informations sur l'évolution des systèmes techniques, l'affichage de ressources pédagogiques, par exemple. Donc voilà, on a énormément de possibilités avec ce projet-là. Et le dernier projet que je souhaiterais vous présenter, c'est donc un projet qui était en partenariat avec l'UBO, l'IEM et puis des archéologues de l'INRAP. Donc ce que vous voyez ici, c'est la reconstitution d'une maison qui date de l'âge du bronze. Donc il y a eu des fouilles archéologiques qui ont eu lieu sur l'île de Molène, donc, qui se trouve au large de la Bretagne, pas très loin de Ouessant. Et donc ces fouilles ont duré 10 ans. Et il y avait des traces d'une habitation de l'âge du bronze et les archéologues avaient pour volonté de pouvoir utiliser en fait leurs recherches, de formaliser leurs recherches et de pouvoir construire une modélisation 3D qui puisse être utilisée de deux façons différentes, c'est-à-dire que cette modélisation 3D peut devenir un outil de travail pour les scientifiques qui permet de formaliser en fait leurs recherches et à côté l'utiliser également pour valoriser en fait ce travail auprès du public. Et donc concernant ces projets, j'ai toujours un peu la même chaîne de production, un peu la même façon de faire, c'est-à-dire que j'ai plusieurs étapes à respecter entre guillemets. La première, ça va être l'évaluation des besoins en termes d'outils, c'est-à-dire que les personnes vont venir nous voir au CERV, vont nous dire bah voilà, on a ce patrimoine qu'on souhaite valoriser, et donc c'est déjà essayer de comprendre quel public ils vont cibler, comment ils vont utiliser ce travail-là. Donc c'est essayer de cibler un peu leurs besoins. La deuxième, c'est d'étudier les données, puisque en fait, dans ce travail-là, je vais étudier des données type archives. Voilà, le maximum d'informations est bienvenue dans ce genre de projet. Et donc, je vais rédiger ce qu'on appelle des scénarios de médiation. C'est-à-dire que, par exemple, les commanditaires peuvent me dire on veut un scénario thématique sur cette partie-là du projet, ou on veut un scénario qui soit général. Donc, je vais rédiger les scénarios de médiation en fonction des archives que j'ai et des besoins. Ensuite, ça va être l'évaluation en termes d'interaction dans la modélisation 3D. Donc, une fois que la modélisation 3D est faite, c'est qu'est-ce qu'on veut faire dans l'environnement? Est-ce qu'on veut ouvrir les portes? Est-ce qu'on veut mettre un système en action? Enfin voilà, c'est essayer de modifier en fait l'environnement en fonction des besoins et du scénario de médiation. Et ensuite, ça va être le calage du scénario dans la modélisation 3D. Donc pour cette partie-là, en fait, je travaille en binôme avec un autre ingénieur de recherche du CERF qui, lui, est informaticien. Donc en fait, on a deux profils différents, mais qui s'emboîtent bien dans ce genre de projet. Et ensuite, ça va être l'amélioration de la modélisation 3D. Donc ça, je crois que ça va être une partie en fait des discussions qu'on va avoir aujourd'hui. Ça va être un peu la partie de ping-pong à essayer de savoir si toutes les personnes qui participent à ce projet sont satisfaites et s'il y a ou non des améliorations à faire à la fois dans les scénarios et dans la modélisation 3D. Merci beaucoup, Marie-Morgane. Alors, on va directement passer la parole à Noélie qui va également se présenter. Moi, je m'appelle donc Noélie Blangarin et je suis chargée des expositions et du patrimoine pour le domaine de Trévarez depuis maintenant 2012. Donc, je vais surtout vous parler de cette expérience-là que je peux avoir pour Trévarez. Le domaine de Trévarez est situé, comme vous voyez sur la carte, donc pas très loin de Quimper. Alors, je vous ai surtout mis pas mal de photos. Alors, c'est un site qui est propriété du département du Finistère depuis 1968 et qui fait partie de l'établissement public Chemin du patrimoine en Finistère. C'est un parc, voilà, des très jolies fleurs, un gros château, un grand parc de 85 hectares qui a été construit dans les années 1900. C'était un domaine de chasse à l'origine. Donc, il y a une unité au niveau du bâti
Et à l'époque, c'est un homme politique qui s'appelait James de Kerjégu qui a fait construire ce grand domaine de chasse, l'idée étant d'y venir vraiment à peu près 1 mois par an. Donc on retrouve dans ce lieu un patrimoine qui, à son époque, était extrêmement moderne, puisque dans le château, on retrouvait chauffage central, électricité, bref, en fait, tout un patrimoine industriel, finalement, qui a fait de ce château qu'il a été très malmené par l'histoire, mais aussi que finalement les contemporains, et même dans les années 60, 70, il a fallu attendre les années 2000 pour que vraiment on prenne en compte ce patrimoine-là industriel finalement, qui était l'usine électrique, les chauffages centrales et autres. Donc alors, je veux quand même vous parler du parc parce que c'est quand même un endroit où on vient beaucoup. Pour le parc, en fait, le parc est ouvert au public depuis 1971 et donc on a des très belles collections de plantes comme les camélias. On fait partie de Trévarez est un des 50 plus beaux jardins de camélias au monde. On a des très belles variétés de rhododendrons aussi et les hydrangeas, donc les hortensias. Ce sont là, par exemple, vous voyez les écuries. Donc le château dans les années 1907. Voilà, on a appelé notre exposition permanente qui revient et qui raconte l'histoire du lieu et de la famille qui l'a fait bâtir un rêve. Parce que vraiment, on a cette impression-là quand on vient à Trévarez qu'on est dans un peu hors du temps, avec un lieu nos visiteurs ont peine à imaginer à quel point ce château, qui a l'air d'un vieux château, en fait, regorge d'éléments de modernité. Je vous ai parlé du chauffage central, de l'électricité, il y avait 2 ascenseurs, il y avait des salles de bain, des piscines, voilà, c'était assez fou. Sauf que tellement confortable que, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été occupé par l'armée allemande, la Kriegsmarine. Plus particulièrement, c'était un lieu de repos et un lieu où il y a eu beaucoup de réceptions. De manière assez logique, il a été bombardé en 1944 et il est resté avec un trou dans la toiture jusqu'en 91. Donc une jolie ruine que vous voyez là. Il aurait pu rester comme ça. Ça fait partie de. Les élus du département ont eu des discussions, de grosses discussions, avant de savoir s'ils allaient restaurer ou pas en fait ce château. Beaucoup de nos publics, les plus âgés maintenant, là, connaissent en fait le château, ont connu le château comme ça. Maintenant, voilà, il a retrouvé sa splendeur. J'ai pour habitude de dire qu'il a retrouvé sa splendeur à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est moins le cas. J'y viens. Voilà le début de l'introduction vraiment pour rentrer dans le château et dans l'histoire de ce château. En fait, à Trévarez, dans le château, plus exactement, on a différents modes de présentation parce qu'on a différents états de conservation. On va d'un endroit extrêmement détruit jusqu'à un endroit reconstitué pratiquement à l'identique. Par exemple, et en passant par des espaces comme celui-ci où on n'a plus de mobilier, mais on a fait le choix au niveau de la scénographie, avec les scénographes et puis avec l'équipe projet, de vraiment donner l'illusion qu'on est en 1907 et que donc on redonne la fonction des pièces en faisant créer en fait du mobilier contemporain. Mais dès qu'on a un objet retrouvé d'époque, on le met en scène, on le valorise. Alors on le valorise parce que quand on a l'objet réel, donc là on le met en scène. Par contre, quand on n'a pas l'objet, on peut effectivement décider de mettre des bornes tactiles qui nous permettent de présenter plein d'éléments d'archives qui sont impossibles à exposer dans ce château parce que ce château n'est pas chauffé. Il l'a été. Il a eu tous les éléments de modernité, mais maintenant c'est fini. Donc c'est un endroit où on peut avoir des fois, on mesure l'hygrométrie, la température, on peut avoir des fois jusqu'à 100% d'hygrométrie. On est descendu jusqu'à 4 degrés, par exemple, cet hiver. Donc, vous imaginez bien que c'est un endroit où c'est extrêmement compliqué, en fait, de présenter des sources et puis des objets d'origine. Mais alors, l'été, quand il y a canicule, c'est super. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet parce que j'ai une collègue qui fait les visites et on a eu une dame qui est rentrée dans le château cet été et qui a commencé à hausser la voix en disant à ma collègue « Mais c'est une honte! Vous vous rendez compte, vous avez laissé les portes ouvertes et vous avez mis la clim. »
Et en fait, il a fallu expliquer à la dame que non, pas du tout, c'était tout à fait naturel. Donc voilà. Attends, apparemment, excusez-moi, en ligne, ils ont un petit souci sur le partage, donc on va repartager. Voilà. On va le relancer. Ouais. Normalement. Est-ce que c'est bon là? Ouais, c'est bon. Donc, je te laisse. Voilà. Sur cette photo, ce que vous voyez bien aussi, c'est que donc voilà, on a ce mix entre une scénographie assez visible, assez contemporaine, une borne tactile dont je vais revenir un peu, et puis aussi on a des photos. On a beaucoup la chance d'avoir beaucoup de photos anciennes. Donc là, par exemple, on a fait un tirage très grand format d'une photo d'un groupe de personnes qui étaient des domestiques qui travaillaient ici, qui travaillaient à Trévarez. Là, c'était une photo de 1907, par exemple. Mais ça, c'était une photo que nous ne détenons pas. On a fait juste une copie d'une photo d'un particulier qui nous a autorisé à la présenter. Alors, normalement, tu essaye des flèches en haut en bas. Clique. Ouais, ok, direct. Donc là, vous avez par exemple, voilà, alors ça c'est dans le château, on a fait le choix, par exemple, surtout d'avoir des bornes tactiles, donc des écrans tactiles sur lesquels on peut avoir pas mal d'informations. Donc là, c'en est une pour présenter des espaces dans le château qui ne sont pas accessibles à la visite parce qu'en très mauvais état. Et là, on a fait le choix de montrer surtout des espaces qui étaient accessibles aux domestiques, aussi bien pour le travail, donc dans les sous-sols, puisqu'on a à peu près 900, enfin à l'époque, il y avait 900 mètres de sous-sol, à peu près 900 mètres carrés pardon, de sous-sol, et notamment les espaces aussi où ils logeaient, donc au 3e étage et 4e étage du château. Donc là, on a par exemple demandé à un illustrateur de nous, parce qu'on n'a pas des photos, on a beaucoup de photographies, mais des espaces qui étaient juste réservés aux domestiques, on n'en a pas de photos. Donc on a demandé à un illustrateur de nous imaginer, de nous faire des dessins. On a les dessins et alors je reviendrai après sur ça, mais là par exemple, quand je vous ai parlé de l'endroit qui était pratiquement reconstitué à l'identique, voilà, là on est sur la chambre de James de Kerjécu, donc l'homme qui a fait construire le château. Et ça, c'est vraiment quelque chose, si le département et nous avons choisi vraiment de restaurer et de restituer cet espace-là, cette chambre, c'est déjà parce qu'on avait le mobilier, c'est du mobilier Art Nouveau, et aussi parce que c'est vraiment une commande qui a été passée par James de Kerjégu à la galerie Bing, qui est une commande unique. Donc c'est vraiment exceptionnel, ce que là, vous pourrez découvrir à Trévarez. Mais on a quand même fait le choix aussi de placer la photo. Donc là, pas de numérique, parce qu'on estime que finalement, l'expérience d'être dans les lieux tels qu'ils étaient à l'époque, à la belle époque, c'était suffisant. Mais par contre, à côté de cette chambre, on a à nouveau une autre borne numérique tactile où on peut découvrir justement l'histoire de la commande de ce mobilier auprès de la galerie Bing. Donc là, j'avoue que je me suis vraiment fait plaisir à aller chercher des sources un peu partout, à la Cité de l'Architecture, au musée d'Orsay, enfin voilà, plein d'endroits qui nous permettaient de présenter de très belles reproductions de photos, mais aussi de tableaux. Et à chaque fois, l'idée, c'est de pouvoir donner plus d'informations que ce qu'on pourrait le faire en ayant une exposition plus traditionnelle comme on le fait en mettant des panneaux avec des textes, en fait. Et donc, ça permet aux visiteurs d'aller piocher d'une manière plus ou moins approfondie les informations. Là où on l'a fait aussi, voilà, dans le bureau qui est à côté. Voilà la pièce, l'ancien grand salon qui a été bombardé et dont il ne reste, c'est un peu la partie un peu spectaculaire de Trévarez, où là, le département en fait a remis en place tout ce qui pouvait être remis en place, mais en laissant en fait je vous ai pas mis la hauteur, mais en fait on voit jusque sur le toit en fait. Ouais, voilà. C'est le bombardement donc de 1944 qui a permis de créer cette sorte d'écorché d'architecture qui fait vraiment partie de l'histoire de Trévarez et qui nous permet, comme si on était dans une maquette géante, de pouvoir voir comment le château est construit et de voir un autre élément de modernité, c'est-à-dire la structure métallique. Le château est construit un peu comme la Tour Eiffel, sur une structure métallique rivetée. Donc, ça, c'est
Je ne dis pas merci au bombardement, mais en même temps, voilà, on peut voir ça maintenant. Par exemple, dans cet espace-là, comme voilà, a priori, il n'y a pas de projet du département pour remettre en place, restituer les étages, on a décidé de travailler justement avec une entreprise pour réaliser une vue virtuelle de cet espace-là avant le bombardement. On la voit. Et on la voit, voilà. Et on voit des personnes là, ici, avec la tablette. Donc, on propose en fait à notre public d'aller en boutique, récupérer une tablette et de pouvoir voir l'espace tel qu'il était avant le bombardement. Donc là, vous voyez une image de cette reconstitution. Là, par exemple, c'est l'étape avant, l'étape finale, parce que là, il n'y a pas de... derrière les fenêtres, tout est blanc. On est dans un univers complètement blanc. Maintenant, il fait toujours beau. On a un beau ciel bleu et on voit les jardins. Ce qui a gêné, voilà, normal, ce qui nous gênait un peu parce qu'on aurait voulu, mais à l'époque, ce n'était pas possible d'avoir vraiment le paysage actuel. Oui, oui. Donc voilà, on a encore une bonne borne. Donc là, voilà le château. Et là, c'est la visite virtuelle. On propose aussi une visite virtuelle du château. Et avec notamment l'accès dans les sous-sols qui n'est pas possible de manière réelle. Ça nous permet de présenter des belles photos, parce qu'actuellement, la cuisine est dans cet état. Et je voulais juste parler de cette expérience qu'on a eue en 2017 avec le CERF, justement, où des étudiants et puis des professeurs sont venus et ont pu travailler sur justement une reconstitution virtuelle des cuisines qu'on a pu tester auprès de nos visiteurs et qui a été vraiment un grand succès. Via les casques. Et via les casques, ouais. Donc là, les gens mettaient le casque. Les gens mettaient le casque et ils pouvaient se promener au moins à 2 personnes dans cet espace-là. Donc, il y avait des choses à faire. On pouvait ouvrir des tiroirs, prendre une casserole, des choses comme ça. Donc, on a travaillé un synopsis, justement. Ça, c'est moi et ma collègue qui l'avons écrit, ce synopsis de visite. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Antoine Gros. Pour me présenter rapidement, j'ai préféré, comme Marie-Morgane, de faire une présentation en 3 projets. Parce que, certes, j'ai fait quelques années en ingénierie, je suis architecte. Actuellement, je fais un doctorat en ingénierie spécialisé dans les sciences de la conception. J'ai été maître de conférence en sciences et techniques appliquées à l'architecture. Donc, tout ça, on voit cette espèce de zone intermédiaire, interlope entre l'architecture et l'ingénierie, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, autant rentrer dans ces 3 projets qui, j'espère, après je vous laisserai faire votre opinion, qui, j'espère, vous aideront plus facilement à cerner qui je suis et ce que je fais. J'aurais pu vous parler de ce que c'est de travailler dans un tiers-lieu, j'aurais pu vous parler du séminaire patrimoine architectural et humanité numérique que j'ai développé à Marseille quand j'étais MCF là-bas. J'ai préféré commencer par Urbania, parce que pour moi, ça a été peut-être le premier projet qui a été le lien entre ce que c'est que la médiation, le patrimoine et l'informatique. Le but du jeu de Urbania, c'était de développer un cadre méthodologique pour reconstruire, sémantiser de manière automatique des ouvrages d'architecture militaire sur d'anciennes maquettes de villes. Je me suis fait plaisir sur les titres, je vous ai mis au minimum 2 lignes pour chacun d'entre eux. Pour préciser un petit peu plus ce que l'on cherchait à faire à travers Urbania, ce sont des scénarios de médiation sur ces maquettes de villes au 1/627e, ces maquettes de villes qu'on appelle les plans reliefs, qui ont été demandées à l'époque, au XVIIe siècle, pour organiser la défense de plus de 80 villes en France. Donc faut imaginer un ensemble d'arpenteurs, un ensemble de maquettistes après, qui viennent retranscrire en vraie grandeur ces villes à l'époque, donc pour faire essentiellement du projet. Un bon échantillon, c'est peut-être un peu too much de dire ça, mais quelques maquettes sont exposées à Paris. L'essentiel sont plutôt gardées dans un entrepôt à Lille. Et la question était comment est-ce que l'on peut mettre à disposition ce patrimoine, parce qu'une partie est classée, sinon l'autre inscrite au patrimoine. Comment peut-on les montrer, les médiatiser? Et une des réponses est bien sûr le numérique.
Sauf que quand on se retrouve avec plus de 80 maquettes, on n'a pas envie de faire la modélisation à la main de chacune d'elles, l'une après l'autre, d'utiliser des scénarios de médiation aussi trop différents. Donc il y a toute une logique de semi-automatisation, de généricité que l'on va vouloir faire derrière. J'ai des collègues qui ont travaillé sur la partie plutôt... c'était un GIS, un logiciel de je ne vais pas avoir la traduction en français, un système d'information géographique, voilà, disponible en ligne dans un SIG, voilà, dans lequel on pouvait se balader sur l'Internet. Donc, j'ai des collègues qui sont occupés de ça, j'en ai d'autres qui sont occupés de faire des scénarios de médiation. Moi, j'étais plutôt avec le nuage de points, donc la numérisation issue de photogrammétrie. Et le but du jeu, c'était de faire ceci, c'est-à-dire on vous donne des nuages de points, un nuage de points qui ressemble à une bouillie de fortification bastonnée. Le but du jeu, c'était de retrouver automatiquement si cette bouillie était oui ou non une fortification de bastonnée et de dessiner l'ouvrage correspondant à l'aide d'une bibliothèque d'ouvrages dits idéaux. Tout ça pour passer, là vous avez tout à gauche, si vous voyez à peu près mon curseur, c'est le cas, du nuage de points à un maillage, à un ensemble de maquettes qui sont sémantisées et utilisables pour une médiation. Donc c'était un peu le grand bain où j'ai dû m'acclimater avec tout un ensemble de techniques, de disciplines et aussi de méthodos qui sont propres à tout à chacun. Le deuxième projet qui m'a beaucoup occupé ces derniers temps, c'est le projet repérage. Là encore, un titre sur 3 lignes qui, pour rentrer dans la catégorie des trous dans la toiture, c'était pas une toiture en charpente, cette fois-ci c'était plutôt des voûtes sexpartites de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il faut savoir qu'au moment de l'incendie, la flèche à transpercer, c'est certes le transept, mais aussi un arc doubleau de la nef. Et on a eu la joyeuse idée, la jeunesse du projet est vraiment rigolote, mais je ne vais pas avoir le temps de vous la raconter. On a eu l'idée de se dire, bon, ben, c'est tombé par terre, on va essayer de retrouver, en termes de restitution, l'emplacement exact, entre guillemets à l'identique, de chacun des claveaux, et de voir jusqu'où, à l'aide et de l'expérience des historiens et des méthodos actuels que l'on peut avoir en humanité et des méthodos que l'on peut avoir issus de l'ingénierie et de l'informatique, jusqu'où on peut aller en termes de reconstruction à l'identique. Donc c'est le jusqu'au boutisme extrême. On est parti d'un remontage à blanc de l'arc Toubleau que vous voyez ici, où physiquement les archéologues, historiens, architectes et restaurateurs et scientifiques de la conservation vont dire bon, ce bloc va à peu près avec celui-ci, au vu de leur méthodo, à l'ensemble de ces méthodos inscrits dans un algorithme d'optimisation mathématique pour refaire ce même travail, mais en 10 secondes et selon des critères qui sont issus de leur part. Et sans attraper de lumbago. Et sans attraper de lumbago, parce qu'on est en train de parler de plus de 30 kg pour les poids plumes et 70 kg pour les poids sortants. Donc ça paraît rigolo et une tournure de langage élégante de parler comme ça. En vérité, ce que l'on a proposé, c'est non pas un remplacement, mais une technologie qui est hybride entre le travail des historiens et leurs expériences sur le bloc, et en même temps des choses qui font plutôt partie d'une optimisation et de venir équilibrer des deux pour favoriser un aller-retour entre ces deux méthodologies-là. Pour ce faire, on n'est pas parti de rien du tout. On a une numérisation de ces claveaux en photogrammétrie, ce qui nous permet d'avoir des modèles en très haute définition et de replacer ces modèles dans l'espace de la cathédrale sur un viewer en ligne, encore une fois. Explique ce que c'est que la photographie. La photogrammétrie, pour clarifier, on connaît tous la lasergrammétrie avec le lidar qui tourne et qui vous numérise une pièce. La photogrammétrie consiste à prendre plusieurs images d'un même objet sous différents angles, et en fait la composition de ces différentes images nous permet de restituer en 3D la géométrie de cela. On peut prendre 50 photos de votre tête et avoir votre tête en nuage de points, puis l'imprimer en 3D. C'est entièrement possible et ça se fait en moins d'une après-midi. Et justement, il ne s'agit pas de votre tête, mais là des claveaux que bien sûr on a décidé d'imprimer en 3D pour transformer ce magnifique jeu qui pèse plus d'1 tonne en un petit sac qui pèse 200 grammes et de pouvoir, à plus petite échelle, mais certes sans contact avec la matière, rejouer et dans des séances de travail
et dans des séances de médiation ce que c'est qu'un remontage à blanc. Et bien sûr, avec l'algorithme qui peut tourner à côté pour venir valider, invalider, inférer d'autres choses et ouvrir d'autres possibilités à cette analyse-là. Le dernier projet et c'est celui qui m'occupe actuellement, il s'appelle Astragal, qui est le développement d'une base de connaissances dédiée au diagnostic structurel d'ouvrages en maçonnerie. Je vais aller beaucoup plus rapidement parce qu'on s'éloigne de la médiation. On est sur vraiment le diagnostic structurel qui est, on voit un bâtiment qui tient, et au lieu de se dire ça tient bien aujourd'hui, ça tiendra bien demain, on l'espère du moins, on va essayer de venir à l'aide d'un relevé géométrique, à l'aide d'un relevé sur les matériaux et à l'aide de simulations mécaniques, retrouver l'état de stabilité actuel. Il y a une question d'histoire du vécu. La seule question d'histoire qu'il peut y avoir à l'intérieur, c'est de retrouver l'usage, de retrouver le vécu de ce bâtiment. Et le grand lien qu'il peut y avoir avec le patrimoine, c'est que bien sûr, on a des ouvrages d'art qui sont des ponts, mais on a aussi des monuments historiques qui sont sculptés de cette sorte. Pourquoi je vous le montre aujourd'hui, alors, pour pouvoir clore ma présentation, c'est parce qu'on a ce même ensemble d'acteurs ici que j'ai symbolisé par ces 4 différents endroits qui vont travailler ensemble, pas nécessairement dans le bâtiment, généralement en dehors, certains dans des laboratoires, d'autres dans des halles d'essais mécaniques, et pourtant, il va falloir trouver un vocabulaire commun, une table d'échange pour recomposer, pour mettre ensemble ces acteurs autour d'un même ouvrage et autour d'un même but. Et finalement, diagnostic structurel ou médiation, on se retrouve avec toujours ces mêmes questions de dans quelle géométrie on vit, dans quel vocabulaire on utilise et quelle méthodologie on utilise. Sont-elles ouvertes aux autres ou closes? C'est une des questions. Voilà, c'était une petite ouverture avec ce 3e projet sur finalement un domaine lié. Merci beaucoup, Antoine. Merci à tous les 3. Alors, vous avez vu, on n'a pas fait exprès, mais il y avait des châteaux, des plafonds détruits dans les différents projets. Et donc, on va plutôt aborder des thèmes principaux. Donc, je vous avais demandé d'y réfléchir. Je passe la parole à Jean-René. C'est bien finalement de terminer parce que ce qu'a dit Antoine sur le vocabulaire commun. Sur la table d'échange, puisque la question, en fait, la première question, je dirais, le premier angle d'attaque porte sur le dialogue entre des spécialités différentes. On voit bien au travers de vos différentes présentations que vous avez été plus ou moins amené à collaborer avec d'autres experts, en tout cas des experts dans d'autres domaines, et on voudrait effectivement vous entendre un petit peu là-dessus, savoir, vous, en tant qu'expert, avec quel autre type d'expert vous avez été amené à collaborer. Ça, c'est une première chose. Et puis, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on y arrive? C'est une deuxième chose. Est-ce qu'on arrive à collaborer? Sinon, pourquoi en fait on n'y arrive pas? Alors, oui, aussi pourquoi, mais c'est une première question. On en aura d'autres par la suite. Est-ce qu'il y a des méthodes à mettre en place d'emblée, par exemple, pour mieux se comprendre, un lexique commun, je ne sais pas. Moi, j'ai noté qu'il y avait, vous avez cité des historiens, des archéologues, des informaticiens, des développeurs, des collectivités territoriales, des gens qui font des scénarios, de la médiation. Ça fait beaucoup de monde. Oui. Qui veut agir en premier? Oui, moi j'ai travaillé avec tous ces gens-là. Après, c'est vrai qu'on travaille aussi avec des gens, oui, des maçons aussi, hein, des menuisiers et autres, graphistes, imprimeurs et autres. Oui, forcément, il faut avoir un langage commun. Après, un langage le plus simple possible, je pense déjà à la base. Moi, j'ai souvent été amenée à rédiger des cahiers des charges, en fait, déjà, tout bêtement, pour savoir ce qu'on veut concrètement. Et j'ai toujours eu l'expérience que le dire le plus simplement possible avec mes mots, qu'ensuite les spécialistes vont, eux, traduire dans leur vocabulaire, ça reste encore la meilleure des solutions. Si tu veux. Moi, c'est le plus simple. C'est toujours j'ai l'impression que c'est toujours ce qu'on a essayé et ce qu'on a voulu faire, mais on a eu beaucoup de la part de tous les spécialistes une volonté d'exhaustivité et d'exactitude. Où tout de suite, je pense par exemple à Notre-Dame, la différence entre le chevet et le chœur pour désigner là où il y a l'autel, là où se passe la messe.
qui pour le coup n'étaient jamais traités au prisme de la messe, mais plutôt de ce qui se passait au-dessus, dans les voûtes ou dans la charpente. Et juste ça, il y en avait qui se crispaient dessus, il y en a d'autres qui ça amusait justement, juste ce petit écart de vocabulaire. Et ouais, à chaque fois, on a fait face à ça. Oui, oui, je peux me crisper aussi des fois. Ça fait une date où oui, c'est vrai, je peux des fois. Alors que c'est peut-être pas primordial. Mais Le rapport à l'exactitude est quand même. ouais, moi, Le rapport à l'exactitude est quand même un sujet important. pour moi, c'est important. Ben, autant chez les historiens que chez Ouais, les informaticiens. ouais, Je veux dire, ouais. c'est pas un 0, c'est pas un 1. Ouais, parce que derrière, changer juste de terme, il y a tout un travail presque d'analogie en fait. On a l'habitude, on va te dire c'est un chœur ou c'est un chevet, on va se dire ah oui, c'est la même chose que le chevet de telle église, que le chevet de telle église. Sinon, on est en train on est en train de désigner en fait une autre collection d'objets, un autre corpus et un autre travail possible. Et ouais, du coup, c'est important. Et dans mon cas, dans le cadre des projets en fait, sur lesquels je travaille, j'ai un rôle un peu particulier parce que c'est moi qui vais faire la traduction en fait, entre les experts qui ont, par exemple, je prends l'exemple du site de Molène, je vais faire le lien en fait, entre les archéologues et entre les informaticiens pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Et puis en fait, je vais passer un peu à la moulinette toutes les informations qu'on va vouloir transmettre dans l'environnement. Et par exemple, pour ce projet-là, c'est là que ça a été le plus compliqué parce que les archéologues voulaient formaliser en fait leurs recherches, sauf que le chantier archéologique a duré pendant 10 ans, pendant un mois, je crois, tous les ans. Donc il y avait énormément de données, il y avait énormément de scientifiques sur place. Et à la suite, à la fin des fouilles, ils ont sorti une monographie qui faisait 500 pages, donc qui était grande comme un annuaire téléphonique, qui était très très précise, vraiment très scientifique. Et mon travail, ça a été en fait de traduire ces informations-là pour que ce soit compréhensible par tous, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et justement, je rebondis sur ce que vous avez dit, justement sur le terme expert. Dans le cadre de projets, quand cela est possible, on aime bien faire appel à des témoins directs, en fait. Donc, par exemple, pour la forge de Brest, on a travaillé avec les derniers forgerons qui ont travaillé dans cette forge, puisqu'en fait, c'est eux, en fait, les experts du domaine. Ils ont vécu plusieurs années, leur carrière dans cette unité de production industrielle. Donc, c'est eux qui ont la connaissance, plus que les historiens qui ont étudié ce lieu-là. Et on l'a fait il y a quelques mois pour le phare de Quéréon. On a immergé du coup un ancien gardien du phare dans l'environnement virtuel pour que lui, en fait, nous donne des informations qu'on n'avait pas au travers des archives. Si on poursuit sur cette question des difficultés concrètes, est-ce qu'il y a d'autres difficultés typiques que vous rencontrez dans le fait de collaborer avec d'autres types d'experts que vous? J'ai une idée en tête, notamment d'expérience, c'est est-ce qu'un informaticien travaille de la même manière ou au même rythme qu'un historien, par exemple? Voilà, quelles sont ces difficultés? Est-ce que la gestion du temps, par exemple, c'est quelque chose qui a été problématique pour vous ou pas du tout? Parce que vous aviez une hygiène particulière de travail, je ne sais pas, avec mise en place de réunions régulières, ce genre de choses. J'ai un exemple précis, c'est-à-dire que pour tous les projets sur lesquels je travaille, j'ai mon binôme, en fait, qui lui est vraiment informaticien pur et dur. Et du coup, moi, je suis plus sur le volet scénario de médiation, les interactions que je souhaiterais. Donc, en gros, lui, il gère la modélisation et je lui dis, ben, pour le scénario, il faudrait ouvrir cette porte de placard, il faudrait développer une sorte de mouvement autour d'un objet. Et en fait, comme je ne suis pas informaticienne, je ne sais pas combien de temps ça prend de faire le tour d'un objet comme ça. Et j'ai l'impression voilà, que ça paraît simple. Et puis finalement, c'est là qu'on se rend compte que le timing pour mon collègue n'est pas le même pour moi, quoi, parce que je n'ai pas cette connaissance de l'informatique. Et c'est là que des fois, on a des petites frictions gentilles, mais voilà. Pour dire ça vraiment d'une manière assez nonchalante, je trouve que c'est surtout des questions de tuyauterie. En fait, on se rend pas compte on se rend pas compte d'un côté comme de l'autre nécessairement de l'ampleur, comme tu disais, du travail à fournir. Où on dit, on aimerait bien intégrer ça
dans la base de connaissances. On fait ah oui, très bien, bah, ça veut dire que déjà il faut que le serveur tourne, il faut que le logiciel soit opérationnel, il faut qu'on ait le schéma de données derrière, il faut qu'on puisse l'ingérer. En fait, derrière, il y a tout un ensemble d'opérations qui s'enchaînent. Et je dirais, et inversement, parce qu'on peut très bien dire, oui, ben, ça, c'est bon, on l'a, c'est marqué ici, on ne va pas chercher 100 000 ans, si 1784, c'est la bonne date. Là, Des fois, non. là, des fois, non, et je vous laisse le champ libre. Oui, du coup, des fois, ça oblige à faire d'autres recherches parce que finalement, on se rend compte que il a pas, enfin, la personne qui développe n'a pas assez d'informations ou pour un même objet, bah, nous, on n'a qu'une seule vue, mais il lui en faudrait plus. Ouais, des choses comme ça où je reviens, oui, ce que tu dis est très juste. Des fois, moi, je me rends pas compte que ce que je demande est extrêmement compliqué, quoi. C'est pour ça que dès le départ, moi, j'aime bien qu'on se rend compte et qu'on mette tout à plat et que tout de suite, on puisse mesurer en fait ce qui est faisable ou pas ou ce qui va prendre beaucoup de temps ou pas, quoi. Donc, trouver des alternatives aussi. Trouver Ça des m'arrive alternatives, souvent ouais. quand j'ai des idées, voilà, je trouve ça formidable. Et puis on me dit, bah ouais, mais là, il va falloir 2 mois pour le faire. Bon, bah, on va prendre le plan B qui est plus rapide. Et puis, bon, le résultat va être bien quand même, quoi. Ouais. Et oui, le planning aussi. Ce qui, des fois, il peut être un peu frustrant, c'est de devoir travailler, de devoir fournir en fait une iconographie, du contenu très, très, très longtemps en amont pour un projet. Des fois, ça peut m'arriver peut-être 2 ans en avance, quoi. Et moi, entre-temps, j'ai trouvé d'autres choses, quoi. Donc, bah oui, mais bah non, on ne peut plus l'intégrer, quoi. Et c'est très frustrant. Ce qui est difficile, c'est dans tout ce qui est patrimoine et processus scientifique, c'est on ne sait pas ce qui va sortir. Et beaucoup de systèmes d'information et de manière d'approcher et de réaliser ça on parle beaucoup de modularité, on parle beaucoup de modularité, on parle beaucoup de flexibilité. Il y a des solutions qui existent, mais derrière, il y a un prix en termes de technique et de complexité à mettre en place qui est qui est hyper élevé. Enfin, développer une base de connaissances, moi, j'arrête pas de dire à certaines personnes, il y a un prix, il y a un péage derrière qui est très cher. Et est-ce qu'on en a besoin? Oui ou non? Est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là? Si c'est oui, peut-être. Généralement, il vaut mieux arriver avec la solution la plus simple techniquement possible, mais d'avoir plus de réactivité, de pouvoir être plus à l'écoute que d'avoir une espèce d'usine à gaz avec une seule personne qui peut maintenir l'ensemble. Et derrière, quand il y a quelque chose qui émerge, de se dire ah mince, on l'avait pas du tout pensé comme ça. Quand je dis chose émergente, ça peut être un truc tout bête, c'est on a une collection de vaisselle à mettre en avant, et là d'un coup on a un gobelet, et on n'avait pas prévu que le gobelet c'était de la vaisselle. Hop, petit heure. Sinon, on a des nuages de points. On veut montrer que des nuages de points. Puis là, d'un coup, on arrive avec une modélisation en 3D où on veut qu'il y ait de la lumière. Manque de bol, mettre de la lumière dans un nuage de points, ça ne fonctionne pas. Donc il faut encore passer sur autre chose. Et c'est là-dessus de délimiter quels sont les aspects génériques et qu'on peut entrer, qu'on peut mettre en... C'est peut-être ça qui est le plus difficile à voir. Et donc sur le même sujet, est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport à vos formations? Est-ce que vos formations impactent les rapports que vous avez avec les autres experts? Est-ce qu'il pourrait exister une formation? Est-ce que vous devrez se former différemment? Vous avez en fait tous les trois l'avantage d'avoir des parcours qui sont, je dirais, complètement différents. Celui de Marie-Morgane étant, à mon sens, je trouve le plus particulier sur le sujet. Qu'est-ce que la formation impacte votre rapport? Après, avec mon collègue, c'est plutôt source de plaisanterie entre nous, parce que quand je suis dans la phase d'étude en fait des archives, quand je suis en train de rédiger mes scénarios de médiation, c'est ni plus ni moins que voilà un synopsis avec à ce moment-là je mets cette ressource, à ce moment-là il y a telle action. Et quand je lui fais lire à mon collègue, des fois en fait mais est-ce que c'est vraiment intéressant de parler de ça? Et en fait moi si je me laissais aller, je parlerais de tout, j'aurais tout envie de montrer et il faut que je me bride moi.
Et effectivement, mon collègue m'aide beaucoup par rapport à ça parce que j'ai l'impression que tout est hyper intéressant et qu'il faut montrer tout. Et justement, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est on est complémentaires il va aller direct à l'essentiel en fait, et voilà, ça va me permettre de me canaliser. Mais je trouve que ça s'améliore au fur et à mesure des projets. J'arrive un peu à me limiter. C'est en forgeant qu'on devient forgeant. Exactement. Oui. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose. Enfin, après, moi, c'était pas forcément stipulé dans ma formation, mais moi, j'ai fait une école d'art appliqué aussi. Donc, j'ai cette formation-là aussi, qui, moi, me m'aide beaucoup parce que moi, j'ai appris notamment dans le design d'espace, donc du coup, à faire des cahiers des charges, à faire des synopsis et tout ça. Et donc, du coup, moi, j'ai pas l'impression d'avoir manqué dans ma formation. Mais en même temps, voilà, j'ai une formation, j'ai aussi bien une licence en histoire de l'art que une BTS dans les arts appliqués, que aussi un truc dans des plus pour gérer des projets culturels, quoi. Donc voilà, cet ensemble-là me permet de pas me sentir en difficulté. Mais donc, globalement, d'après vos profils d'ailleurs, on voit qu'il faut une pluridisciplinarité, un goût, une appétence particulière. Et une certaine curiosité, quoi, ça c'est sûr, de toute façon. Et puis à se tenir au courant de ce qui se passe, à aller voir. Oui, forcément. Et ce que tu me disais, Antoine, c'est que des fois, tu as affaire à des historiens qui, d'emblée, disent oui, mais nous, on n'a jamais fait avec ça, donc pourquoi est-ce qu'on passerait au numérique aussi? Oui, il y a eu. On l'a de temps en temps, je pense que j'ai. Mais c'est pas si. Ouais, je t'avais dit il y en avait. Je suis déjà tombé sur ce cas-là. On ne voit pas trop ce que ça peut apporter. Ce qui peut être très dur aussi, notamment en termes de gestion, intégration des données, où il y a une certaine culture dont on a utilisé ça pendant 30 ans et on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on passerait sur ci ou ça. On ne voit pas pourquoi on devrait formaliser un peu plus ce que l'on propose. Mais pour moi, de mon expérience, ça a été minoritaire. Et on a plutôt eu des personnes qui étaient curieuses de jusqu'où on peut aller et qui étaient rassurées en fait par la pédagogie que mes collègues et moi on déployait. Parce que sans cesse, il faut expliquer ce qu'on fait, changer les mots, essayer de retrouver les points de jonction, comprendre en fait les peurs, ce que les personnes recherchent aussi. Un truc tout bête, c'est Cédric Moulis qui est archéologue du bâti. Un jour, il m'a dit, oh, moi ce que j'aime bien, c'est me retrouver 2 heures en face d'un caillou, à voir s'il y a des traces d'outils ou pas. Et voilà, et c'est bon, il fait aussi plein de choses, il y a plein d'autres choses qui l'intéressent, mais c'est quelque chose, il m'a dit, moi j'aime bien faire ça. Et du coup, je sais que quand je discute avec lui et quand je discute avec des archéos du bâti, que je ne vais pas leur proposer un truc qui analyse automatiquement la pierre, leur sort des statistiques ou pas, même si on pourrait faire peut-être des trucs très intéressants là-dedans, et bien c'est pas dans ce sens-là qu'il faut nécessairement creuser. Parce que c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qui les anime, et autant essayer de travailler en bon équilibre entre ce qu'ils aiment faire et ce qu'on peut apporter, plutôt que d'essayer remplacer ou à un endroit, même remplacer derrière la décision leur revient toujours, quoi. On a toujours des approximations. Il y a une chose qui me frappe à travers vos exemples, mais j'en ai entendu d'autres, c'est cette difficulté quand on passe on parle de sources, hein, comment on va utiliser le numérique, c'est l'ampleur des archives qui peuvent être disponibles ou pas d'ailleurs, et qu'il va falloir utiliser pour la numérisation. Soit elles sont énormes, tu nous disais un gros bottin, 500 pages, soit il va falloir trier et puis faire des recherches pendant des années, etc. Des fois, on en a trop, d'autres fois, on en manque. Ce problème de l'ampleur par rapport à l'ampleur aussi des attentes en termes de données, de data, cette fois-ci, qu'il faut pour numériser, ça a l'air d'être une difficulté d'ajustement qu'on retrouve dans les projets. Je ne sais pas si je me trompe. Ouais.
Je peux peut-être préciser ce que j'entendais derrière formaliser, parce que je pense, ouais, j'ai dû être le seul à le dire plusieurs fois. Ce que j'entends derrière, c'est que quand on va concevoir un système au niveau machine, pour que les machines discutent entre elles, elles vont pas s'envoyer des pavés de texte avec des liens, et ça va pas être une conversation normale ou une rédaction normale. On va avoir, il faut voir ça comme un échange de symboles finalement. Et dans formaliser, c'est comment est-ce que on réussit à rentrer nos informations en machine. Sous-entendu, un paragraphe de texte, bon, bah, il va falloir réussir à extraire les points importants qu'il y a dans le texte. Sous-entendu, une image, il va falloir réussir à extraire les éléments importants dans cette image pour qu'ils puissent être transformés en symboles et marcher, enfin être fonctionnels dans la machine. Donc dans cette question de formalisation, c'est d'un autre côté simplifier notre discours qui est toujours plein de sous-entendus, plein d'ambiguïtés dans la langue, se débarrasser de ces ambiguïtés pour que ce soit utilisable en machine. Et ça, c'est le travail des intégrateurs de données, c'est un travail immense et hyper important. Et peut-être j'ai toujours le sentiment qu'on n'en parle pas assez. Ça, c'est juste au niveau de l'écrit, des sources écrites, mais après, en termes des modélisations 3D, un nuage de points, on dira, ça ne veut rien dire. Parce qu'on a juste une liste de 1 milliard de points, bon, pas grand-chose. Alors que vous, quand vous allez le regarder, quand vous allez ouvrir votre nuage de points, vous allez faire « Ah, mais cette liste, elle donne comme un fantôme de cube. » Bon, ben là, on peut aller au-delà. Là, on a quelque chose à raconter, c'est cet ensemble de points représente un cube ou un château. Et il y a toujours ce passage d'une information brouillon, comme un texte, à une information formalisée, comme un cube décrit comme un cube. Et pour moi, s'il y a un lien avec la source, s'il y a quelque chose, une transformation qui peut être brutale, elle s'opère à cet endroit-là. Et on a l'impression que la difficulté, ça va être d'évaluer justement l'ampleur des données, des datas ou de l'information qu'il va falloir modifier. L'un le sait pour l'histoire, l'autre le sait pour la numérisation. Enfin, je schématise avec histoire d'un côté. Il y a une chose qui m'a frappée aussi, c'est cette possibilité que la numérisation donne un accès à des lieux qui ne sont plus, sont impossibles d'accès. Vous aviez tous les trois, en fait, sans vous concerter, des exemples là-dessus. En revanche, alors utiliser des témoins pour valider les reconstitutions, pour l'âge du fer, je pense que ça... Non, on n'en a pas trouvé, malheureusement. Est-ce que vous l'avez tous utilisé? Et alors, j'aimerais bien qu'on passe de l'autre côté cette fois-ci. Ok, on a ce lieu qui est reconstitué, et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on le donne au public? Qu'est-ce que le public en comprend peut-être, ou en retient? Comment il le vit? Ça dépend comment est-ce que les commanditaires déjà souhaitent utiliser cette modélisation. Donc ça dépend d'un projet à un autre. Il y a certains projets qui sont utilisés principalement pour des événements scientifiques, comme la nuit des chercheurs ou des grands événements qui sont organisés lors de conférences ou ce genre de choses. Après, ils ont pour certains des besoins plus grand public. Donc par exemple, toujours l'exemple de Molène, il est utilisé sur place parce qu'en fait, quand on se balade sur l'île de Molène et qu'on va sur le site de Beguerloued où était la maison, actuellement, il n'y a plus rien. En fait, il y a juste un panneau disant qu'il y avait un site archéologique, mais en fait, comme la maison qui a été fouillée était vraiment sur la côte, et puis au final, il a été grignoté petit à petit, il n'y avait aucun projet de valorisation vraiment sur site. Donc, il y a un espace en fait qui accueille le public sur l'île où on a donc un écran avec la modélisation qui peut être utilisé de deux manières, c'est-à-dire d'une manière application, c'est-à-dire avec un scénario de médiation, avec vraiment un discours autour de l'affichage de ressources. Et on a aussi la possibilité de se balader dans la maison avec une manette, comme un jeu vidéo, qui plaît beaucoup au jeune public, du coup. Sur place. Sur place, voilà. Et ça permet de faire le lien, en fait, in situ, ex situ. Et on a comme projet, justement, de travailler sur... de réutiliser en fait la modélisation de la maison et d'en faire une application en réalité augmentée, c'est-à-dire que quand on est vraiment sur place, on aurait la possibilité en fait d'avoir l'affichage de la maison grâce à des coordonnées géographiques
exactement l'endroit. Donc, ça fait vraiment le lien entre les deux, quoi. Mais après, ça dépend vraiment. Là, pour le coup, pour le projet sur les forges, c'est inaccessible parce que voilà, c'est une zone militaire. Mais voilà, peut-être que dans l'avenir, cette zone sera ouverte au public et on aura possibilité d'afficher également cette modélisation sur place. On verra. Et le phare, il est visitable Alors le phare, on n'a pas encore tout à fait fini. Enfin, il est visitable, non, parce que si on veut aller dans le phare, il faut descendre soit en Non, mais la hélicoptère. version numérisée. La version numérisée, pour l'instant, n'est pas encore diffusée. Voilà. Et comme j'ai vu que tu citais des collectivités territoriales avec lesquelles tu travailles, c'est prévu Pour l'instant, dans les projets, normalement, cette modélisation sera visible par le public au musée des phares et balises de Ouessant. D'accord. Mais on réfléchit, enfin les commanditaires réfléchissent à d'autres possibilités en fait de pouvoir donner accès à cette modélisation au public. Donc, in fine, tout le projet, c'est aussi avoir un outil de médiation pour donner un accès à une source, bien sûr, éventuellement. Ah oui, bien sûr. Vous avez des exemples peut-être Oui, nous, on a des exemples de la partie bombardée. On a fait un petit moment maintenant que moi, j'aimerais bien faire un peu évoluer, mais qui marche très bien. C'est vrai que c'est une très bonne alternative. Ça plaît beaucoup au public. On l'a accompagné là, depuis cette année aussi d'une bande tactile qui revient sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On nous présente du coup le film du bombardement et puis plein d'autres informations sur toute l'histoire du château depuis 1939 jusqu'à 1944. Et avec plein de photos, plein de documents d'archives. Et ça marche très bien aussi. Et les cuisines de même. Et les cuisines aussi, oui. On avait à distance. C'est-à-dire qu'à Trévarez, c'est un peu particulier, c'est que depuis 2019, on a ouvert les appartements de James de Kerjégueux avec le mobilier Art Nouveau. On a découvert qu'il y avait du plomb dans les sous-sols. En fait, on pouvait faire visiter par petits groupes une partie des sous-sols et notamment la cuisine. Donc depuis, en fait, il y a une énorme frustration de notre public. Donc on s'est dit qu'on allait mettre en place une visite virtuelle. Donc c'est pas une reconstitution 3D, c'est vraiment une visite 360. Mais déjà, rien que ça fait vraiment plaisir en fait à notre public. Et par ailleurs, c'est vrai qu'en 2017, on avait aussi fait cette reconstitution virtuelle avec les Oculus là, et ça avait très bien marché aussi. Ouais. Mais c'est quelque chose que là, c'était développé par des étudiants. En fait, c'est pas nous qui étions moteurs, c'est vraiment le CERF qui nous avait sollicité pour être un lieu. Et ça, on adore. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées pour que Trévarez soit un lieu d'études, d'exploration, évidemment. Il faut retravailler avec nous, du coup. Oui, voilà, exactement. Ouais, avec grand plaisir, parce qu'il y a encore plein d'étages et plein d'endroits inaccessibles qu'on aimerait bien faire découvrir à nos visiteurs. Donc, et les plans reliefs, ils sont à disposition, enfin, il y a un accès public Alors, sur je crois bien en lien avec, je n'ai pas les détails là-dessus, mais il me semble qu'à Toul et à Verdun, surtout à Verdun, parce qu'à Verdun, ils n'ont plus le plan relief, mais ils ont tous les documents qui permettent de reconstruire un plan relief. Donc, ça veut dire que si vous n'avez rien à faire pendant quelques mois, vous pouvez récupérer, je pense, sur Gallica, l'ensemble des documents pour reconstruire votre plan relief et en faire un chez vous. Ou sinon, consulter la remodélisation qu'ils ont faite depuis cette... Donc, faute de pouvoir faire une maquette, d'avoir une maquette physique, ils ont décidé de faire une maquette virtuelle. Ça me fait surtout... c'est vrai que lors d'une médiation avec un public, que ce soit du grand public ou des experts, il y a toujours un intérêt, une fascination à visiter des états qui sont hypothétiques pour certains, quand il s'agit de remonter l'arc, de montrer des états qui ont existé, comme tu disais, avec la maison qui a existé et qu'on ne voit plus, ou sinon un état hyper récent, par exemple la cathédrale Notre-Dame de Paris, on voit comment c'était avant. Maintenant, on n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur, donc on peut quand même voir dans le nuage de points le grand trou. Et j'imagine que quand ils ont tout reconstruit, il y aura encore cet enchaînement de 3 points dans le temps, finalement. On va pouvoir voir comment ça a évolué, comment ça a changé, si c'est vraiment à l'identique ou pas. Donc ouais, ça touche tout de suite. Et il y a, peut-être pour étendre le sujet, il y avait eu en 2014 au Grand Palais une exposition, ça avait fait grand bruit, faite par Iconem, sur l'architecture qui avait disparu. Je ne sais pas si vous aviez pu venir. Il y avait Khortabad, le Krach des Chevaliers,
peut-être Bamiyan aussi, qui sont tout un ensemble de sites, la Palmyre, de sites qui ont été très récemment détruits ou qui allaient être détruits au vu des guerres et de la situation politique hyper tendue. Et en fait, ils débarquaient 3 mois avant, quand il y avait une accalmie. Grosso modo, entre 2 tirs de roquettes, ils étaient là. Ils faisaient la numérisation de l'ensemble. Et après, ils avaient des médiations. Il y avait aussi des plans qui étaient refaits. Bref, ils étaient là pour faire la numérisation de l'extrême. Et il y avait toute cette exposition qui touchait beaucoup, quoi. On savait que 2 ans plus tard, on allait voir quelque chose qui avait disparu entre-temps. Il y a deux utilisations, en fait. Concrètement, ça permet de valoriser ce patrimoine auprès du public, mais on garde des traces aussi de ce patrimoine si jamais s'il disparaît un jour, quoi. On est revenu au 19e siècle. Si on revient sur la question de la valorisation auprès du public, moi, notamment pour Molène, mais pas uniquement, puisqu'un peu pour notre... En fait, on produit quelque chose qui, en partie, est extrapolé. Si on prend, par exemple, la maison de Molène, bon, bah, il y a effectivement certainement les traces au sol qui sont conservées, mais la toiture, mais la toiture, à ce que je sache, c'est vraiment une proposition d'une expertise d'un archéologue probablement. Ou est-ce que dans la communication au public, on se pose la question de se dire, est-ce qu'on doit avertir le public que on a les fondations, donc ça c'est certain, mais que le toit, c'est une interprétation ou une proposition de reconstitution. Est-ce que c'est un sujet qu'on se pose? En fait, pour construire en fait la modélisation, donc il y avait cette fameuse monographie de 500 pages, mais qui était vraiment du plus petit au plus gros, c'est-à-dire qu'il y avait l'étude des pollens autour de la maison et jusqu'à l'étude des tessons de céramique. Et effectivement, quand les archéologues ont travaillé sur le site, avant de tout reboucher, ils ont fait une capture lidar des fondations de la maison. En fait, à la base, il y a 2 maisons. Il y a une première maison et la seconde a été construite en réutilisant une partie des premières fondations. Et donc, ils avaient ce fameux lidar avec la forme de la maison qui était ovale. Et donc, ils sont venus nous voir, c'était avant que moi j'y sois, mais ils sont venus, on a ces données-là. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'à votre avis, on peut partir de cette donnée pour construire une évocation, parce que c'est pas une reconstitution, c'est vraiment une évocation de cette maison. Et en fait, c'est eux qui ont la connaissance. Donc, en gros, quand ils ont travaillé sur le chantier de fouilles, il y avait un dessinateur scientifique qui était là et qui a déjà fait des croquis en fonction déjà des fondations, des données qu'ils avaient sur place. Et effectivement, le gros point noir, c'était le toit. Pour la bonne et simple raison que le toit était végétalisé, donc aucune trace, qu'il n'y avait plus de bois non plus. Donc là, on a les murs, mais on ne sait pas ce qu'il y avait au-dessus. Et donc, c'est là qu'interviennent justement les scientifiques, c'est procéder à une étude comparative, en fait, prendre des éléments et essayer de les mettre en parallèle avec d'autres sites. Et il se trouve que les archéologues ont mis en évidence l'existence de maisons dans les Hébrides, il me semble que c'est en Écosse, des maisons qui ressemblent en tout point à celles de Begarloued. Et en fait, ils ont fait un travail d'enquêteur, c'est-à-dire qu'ils ont pris vraiment tous les éléments, essayé de recouper les 2 sites. Et il se trouve que ces maisons, en fait, avaient des toits végétalisés qui étaient tenus par des cordes avec des lestes au bout. Et en fait, on a retrouvé des traces de ces lestes avec les traces des cordes dessus. Donc, il y avait il y avait donc de fortes similitudes entre ces 2 sites. Donc, voilà, on est obligé de... Mais est-ce que c'est expliqué, en fait, au public? Voilà, ça fait partie du travail, c'est justement expliquer, bon là, pour ce mur, on sait exactement parce qu'on a des données brutes, mais le toit, on suppose qu'il était construit comme ceci, quoi. Mais particulièrement dans cet exemple, donc on voit que la numérisation des sources, elle oblige, en fait, elle fait avancer la recherche archéologique, historique, bien sûr, quelle qu'elle soit. Parce que surtout, nous, on n'est pas une boîte de 3D, c'est-à-dire que on est un centre de recherche à la base, donc toutes les modélisations sur lesquelles on va travailler doivent être fiables d'un point de vue scientifique. Donc si toutes les données ne sont pas renseignées, ne sont pas justifiées, notre projet il sert à rien, quoi. Mais là, ce ne sera pas forcément le point de vue du public, qui lui pourrait se contenter d'une reconstitution. Oui, bien sûr, mais en fait, il ne fait pas tout le réel.
Enfin, on a des codes, enfin, on a des règles à suivre dans le réel aussi pour les reconstitutions et tout ça. Donc, enfin, je trouve ça assez logique qu'on suive les mêmes codes dans le virtuel, en fait. En disant, franchement, les choses, ceux qui regardent. Quoi. En architecture, on a exactement les mêmes problématiques on parle de restitution à chaque fois et de savoir de donner en fait la juste médiation de l'image, de dire finalement, vous pouvez regarder cette image et voici sa limite de validité, entre guillemets. Un des exemples, si j'ai 2 exemples à donner, il y a les aquarelles de Jean-Claude Golvin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous avez déjà vu ça, c'est un illustrateur qui est aussi historien, qui fait des aquarelles splendides de villes. Nous, on a sur les villes italiennes, sur Lyon, il y en a plusieurs aussi. Et on voit l'image et on a envie d'y croire, en fait. Il y a le côté, on sait que c'est une aquarelle, donc ça garde encore un peu de sa valeur d'image. Quand c'est photoréaliste, je ne vais pas dire c'est perdu, parce que là, on a vraiment envie d'y donner autant de crédit. Et puis le temps passe. On se rend compte que, bah non, il y avait 3 pilastres à tel endroit, il y en avait 2 en vérité, parce que les sources ne concordent pas. Et cette question de valeur de l'image que l'on peut donner lors d'une médiation, c'est lors d'une médiation, pour le coup, moi, ça a été plutôt avec des experts, c'est hyper difficile de ne pas faire passer ça sur argent comptant. Et il y a aussi, ça on l'a vu sur le deuxième exemple, que ce soit sur la charpente de Notre-Dame. J'ai un collègue, Kevin Jacot, qui a fait partie de ce sport national qui était de refaire la charpente volée de Notre-Dame, parce que pour le coup, il y en a beaucoup de modélisation. Donc la sienne, il a dû la refaire au moins, je pense, 5 fois, avec un nombre de versions assez incalculable, en partant au premier des relevés d'un des architectes de la maîtrise d'œuvre, puis il a eu des bouts de nuages de points, puis un nuage de points plus complet, puis des photographies, puis un relevé bref, tout un ensemble de choses qui l'ont aidé à venir affiner tel endroit ou tel endroit et de venir dire, bon, elle est à peu près stabilisée et cette restitution est grosso modo fiable. Ça, c'est, voilà, il a toute une présentation là-dessus. Est-ce qu'il vous est arrivé, juste une dernière petite question sur ce point, est-ce qu'il vous est arrivé de voir des propositions de reconstitution, quelles qu'elles soient, en table numérique ou en casque, etc., où on propose plusieurs hypothèses parce que les sources ne se sont pas mises d'accord, justement, ou... Non. Donc en fait, il y a un arbitrage à un moment. Je rêve de voir ça. Oui, c'est faisable techniquement, en fait. On pourrait très bien dire, non, après tout, c'était peut-être pas ça, et hop, on bascule le décor d'une chambre, d'une pièce. Après, nous, on l'a eu juste je pense à ça, pour le cabinet de toilette, qui est situé juste à côté de la chambre à Arnevaux. On hésitait, en fait, parce que la teinte du tissu était couleur Reseda. C'est la seule information qu'on avait. Et en fait, le Reseda, ça peut aller du jaune au vert. Donc, en fait, la première proposition des architectes, c'était un jaune magnifique. Et finalement, après, non, c'était vert. Donc, voilà, on a eu cette différence-là. Mais je sais pas si ça... Et vous n'avez pas fait la moitié en jaune, la moitié en vert. Finalement. Mais ça change beaucoup de choses. Il y a un autre sujet qui est lié. Antoine, tout à l'heure, a parlé de semi-automatisation. Je comprends le technicien, en fait, effectivement. En tant qu'historien, la semi-automatisation, ça nous pose forcément problème. Enfin, forcément problème, puisqu'on va considérer, je pense, d'une manière un peu charnelle, que tous les monuments sont différents. Donc, cette semi-automatisation, est-ce que tu peux revenir un petit peu plus précisément dessus, en fait, ce que tu veux dire exactement? Alors, sur la semi-automatisation, c'était quand même un cas assez précis. C'était sur les fortifications bastionnées. Et il faut savoir que les fortifications bastionnées, c'est un système, c'est connu comme un ensemble de systèmes Vauban où il y a quand même des règles derrière qui sont des règles rationnelles de défense d'un bâtiment. Règles rationnelles, mais chaque fois appliquées différemment parce que, bien sûr, la topologie est différente. Il n'empêche qu'il y a quand même des éléments de généricité qu'on retrouve. C'est-à-dire, en première ligne, on va voir ce qu'on appelle un glacis, qui est une espèce de petit tertre. Après, on va avancer un petit peu, on va avoir tout un ensemble d'ouvrages qui vont avoir des noms charmants comme 2001, Tenaille, etc., etc.
et qui fait rafale, voilà, qui vont et on connaît l'ordre à peu près. On sait que jamais on aura la demi-lune devant le glacis. Normalement, c'est hors de question. Il s'avère que oui, il y a toujours des exceptions. D'où le terme de semi-automatisation, c'est d'un côté, pour le travail qu'on a fait, c'est essayer de retrouver ces règles génériques et essayer d'avoir un algorithme qui fonctionne finalement comme un algorithme de recommandation où chaque ouvrage on va les personnifier un peu. Mais moi, je suis une demi-lune, je sais qu'à côté de moi, il peut y avoir un glacis, il y a beaucoup de chances qu'il y ait une autre demi-lune. Ça peut être une tenaille aussi, c'est possible, et en fonction de la forme, il y a une sorte de consensus qui se crée entre les différents ouvrages de oui, je pense que je suis ça, et etc. Donc on va avoir un caucus. Et ça qui va émerger. Donc bien sûr, à partir de ce moment-là où il y a quelque chose qui est identifié, on va dire, bon, il pense à 80% qu'il a une demi-lune, donc il est au-dessus du seuil, c'est une demi-lune, on reconstruit la demi-lune. Et après, au moment de remodéliser ça, il faut appuyer sur le bouton vert ou sur le bouton rouge, et bien sûr affiner aussi derrière, parce que le dessin que l'on fait, même si c'est un ouvrage idéal qui a été adapté sur le nuage de points, bon, il y a toujours une grande marge, il y a toujours une marge d'adaptation. Donc peut-être pour finir pour conclure sur ce cas-là, c'est un processus automatique, généralement, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a beaucoup trop de cas exceptionnels. Un processus 100% manuel prend beaucoup trop de temps, notamment sur les fortifications bastionnées, et on n'a pas assez de temps ni d'argent à faire la modélisation de chacun. La semi-automatisation, ça paraît être la solution idéale, mais l'important est de savoir où est-ce qu'on interrompt le processus automatisé et de voir ça plutôt comme une collaboration, plutôt comme une approche techniciste de j'appuie sur le bouton, je vais prendre un café, je reviens, je rigole. C'est savoir à quel moment se passe dans le processus l'expertise à proprement parler. On sent bien que dans tous vos exemples, il y a des allers-retours, des va-et-vient constants d'ajustement entre les différentes sources de données, en fait, quelles qu'elles soient. Si, oui, au niveau de la transmission, je reste sur la transmission au public. On le voit au travers de certains exemples, mais je vais poser la question plus simplement. Est-ce que selon vous, toutes les sources doivent être numérisées? Est-ce qu'on doit nécessairement utiliser une technologie pour vendre un lieu, pour vendre un objet, entre guillemets? Voilà. Est-ce qu'il y en a qui vous apparaissent, ça vous apparaît évident que ce n'est pas du tout nécessaire? C'est clair. Hein. Oui, je vous ai vendu Trevarez, donc l'expérience de la visite vraiment dans les lieux, elle est quand même irremplaçable, même si c'est des lieux en ruine, avec beaucoup de lacunes. Mais par exemple, parce qu'on est souvent sollicité aussi par des entreprises qui viennent nous vendre notamment une vue par drone en 3D avec des nuages de points. Là. Donc on a vu ce que ça pouvait donner pour le château de Trevarez et ça ne nous a pas plu. Ça ne nous a pas plu parce que on se rapprochait vraiment, on avait des choses extrêmement floues et grossières. On avait un degré de précision qui n'était pas assez important pour que ce soit intéressant pour nous et pour notre public en fait. Et donc oui, nous vraiment, pour nous le numérique c'est vraiment quelque chose qu'on choisit vraiment quand on sait que c'est vraiment l'outil nécessaire. Ça ne doit pas être négatif. Voilà, on entend bien que vous utilisez de toute façon des procédés différents en fonction aussi de l'objectif. Moi, c'est obligatoire parce que tous les lieux sur lesquels je travaille sont inaccessibles au public. Donc, s'il n'y a pas ces modélisations, il n'y a pas de transmission des connaissances sur ce patrimoine. Donc là, c'est vraiment la numérisation absolument nécessaire quand on a vraiment une disparition. Mais dans vos cas en particulier, il y a quand même des sources. C'est-à-dire que même si pour la maison, on est allé chercher d'autres exemples ailleurs en se disant c'est probable que, on a quand même une source. On ne va pas pouvoir reconstituer
à partir, enfin complètement inventé en fait. Ah non, non, non. En fait, on va se baser toujours sur, je prends l'exemple des forges ou du phare, il y a la source physique, entre guillemets, où on va prendre vraiment le nuage de points et se baser là-dessus. Mais en fait, la modélisation, pour que ça soit vraiment fiable d'un point de vue scientifique, on va devoir croiser avec les sources type photo, avec les archives voilà, qu'on a à notre disposition. Donc, je pense que ça permet d'avoir un modèle qui soit vraiment le plus proche possible de la réalité, quoi. Et tu parles de cartes postales. Bon, ça nous éloigne encore un petit peu de la médiation, mais sur la question du diagnostic structurel d'un pont, il y a une histoire où il y en a un, bon, il y avait la modélisation, il y avait le nuage de points, il y a des calculs qui ont été faits, et c'était pas vraiment, ça correspondait pas vraiment à ce qu'on voyait dans la réalité. Et puis il y a une carte postale qui est sortie, où il y avait le pont, et où on voyait que ben, il manquait un élément. Donc, c'est-à-dire que c'était un élément qui a été rajouté 50 ans, disons, après la construction du pont. Et là, d'un coup, les choses prennent tout leur sens. Et puis quand la modélisation, même approximative, de ce nouvel élément qui a été vu sur la carte postale a été rajoutée, là, d'un coup, les calculs étaient bons et le projet sur le pont a pu se dérouler. Tout ça grâce à une carte postale qui a été, on va dire, presque plus explicite qu'un modèle 3D. Donc il faut pas se laisser absorber devant l'apparente opulence du nuage de points, complexité du modèle, alors que de temps en temps, une bête carte postale vous donnera la clé du problème que vous posez. Il n'y a pas de Dans un sens, il n'y a pas de source. Il y a des sources primaires, il y a des sources secondaires, il y a des sources tertiaires, mais c'est pas parce qu'une source est secondaire ou de seconde main qu'il faut la mettre intégralement de côté. Et pour ce qui est de faut-il numériser ou pas, je vais parler des choses que je connais. Donc, dans ce cas, c'est les ouvrages bâtis. Je vais dire, pour les monuments historiques, ça devrait être obligatoire. Vraiment, pour moi, Notre-Dame, on est le témoin absolu. On a les péchés. Ce qu'il faut se dire, c'est que le chantier s'est basé à 90% sur un relevé régulier, donc un relevé généraliste fait au laser avec une précision de plus ou moins 3 cm, grosso modo, sur la plupart la cathédrale, qui date de 2010, qui a été fait par un érudit américain qui voulait valider une théorie enfin une certaine lecture des ouvrages du gothique. Il n'était pas là pour vérifier si ça tenait bien ou quoi que ce soit. Il y avait une finalité, mais complètement différente. Et ça, je ne vais pas dire ça a sauvé l'affaire, mais voilà, il y est quand même pour quelque chose. Donc oui, pour les ouvrages classés et inscrits, on a tellement on a une législation, on a un ensemble, un arsenal tellement énorme, et heureusement qu'il existe en France, que bon, il faut se préparer derrière, il faut se préparer à s'il y arrive quelque chose, ok, on est capable de réagir, on a une numérisation et on a un minimum de sources maîtrisées. Après, pour des ouvrages de moindre importance, voilà, on ne va pas les numériser tous les ponts communaux, on va aller le faire au moment où il y en aura besoin. Donc, je vais dire, sur les ouvrages auxquels on attribue le maximum d'importance, oui. Et après, voilà, ça revient à des questions de classement et de hiérarchisation. Ouais. Non, mais c'est exactement les questions qui se sont posées au premier classement du 19e siècle. Ouais, ah oui, exactement ça. Qu'est-ce qu'on fait on va sauver les grands monuments et puis les autres, on va faire des relevés. Et puis... Est-ce que vous... Oui, je voulais juste revenir parce que je dis, on n'a pas vu la vision 3D d'après le drone. Par contre, moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est d'avoir une reproduction 3D de l'intérieur du château. Parce que là, pour le coup, ce serait peut-être pas forcément tout de suite dans un premier temps pour le public, pour une médiation avec le public, mais pour nous, pour des recherches, pour être capable de replacer, parce qu'on n'a pas des plans, par exemple, on n'a pas les derniers plans avant construction du château de Trévarez. Donc moi, je serais très intéressée d'avoir effectivement une représentation 3D de l'intérieur du château pour être capable de pouvoir proposer au public après, dans un second temps, tout le château, y compris les espaces qui ont disparu. Et dont là, on a très peu d'informations en fait. Surtout que tu pourrais après dépecer ton château en enlevant les murs, montrer toutes les capacités. Ah là là, avoir tous les réseaux électriques, réseau de chauffage central et tout, voilà, le rêve.
Il y a eu beaucoup de travail là, et beaucoup d'argent, du coup, je pense. Et pour rebondir sur cette question du financement, je pense qu'il y a, c'est peut-être idiot, mais c'est peut-être comme ça que je l'envisage, c'est euh, faire confiance au classement dans le sens et classer les choses, soit les corpus qui n'existent pas, où il y a aucun doublon qui existe, typiquement les plans relief, ou alors, et là on remercie l'extension, la généralisation du terme, l'extension du terme patrimoine pour prendre aussi en compte le patrimoine industriel. Et on se dit, OK, ben, il y avait des forges partout, on en a de moins en moins et on réussit à réagir par un classement, par une inscription, au moment où il y en a juste plus assez pour pouvoir le faire monter dans le classement et lancer cette démarche-là. Et c'est peut-être une foi un peu aveugle dans ce qui se passe derrière, parce que les questions de classement sont et scientifiques et technocratiques. C'est la façon dont je le vois aussi, parce qu'il y a les questions de déclassement aussi qui sont pas tristes. Donc, ouais, c'est beaucoup d'espoir. Juste une dernière question. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir affaire à une reproduction là plutôt d'un objet via de l'impression 3D pour simplifier par rapport à une numérisation, pour pallier le manque d'une source, quelle qu'elle soit, pour éviter que le public ne touche une source, par exemple une archive, et puisse... Alors, on a vu les petits claveaux qui ont été... Mais là, ils sont petits, je comprends la logique. Est-ce que vous avez d'autres exemples de ça? Ça vous est arrivé dans l'idée de dire on va donner accès au public. En même temps, on ne va pas pouvoir donner accès à la source elle-même parce qu'elle est trop fragile. Là, on a parlé de lieux parce qu'on parle surtout de bâtiments qui ne sont pas accessibles. Mais... La clé, justement, c'est la notion d'accessibilité pour moi. Quand on parle d'impression 3D, alors on n'en a jamais fait dans notre labo, mais ce que je trouve génial, c'est pour tous ceux qui sont malvoyants, voire aveugles, aujourd'hui, dans quasiment tous les musées, certes, il y a du braille, mais il y a aussi surfaces tangibles. Ouais, voilà, des surfaces tangibles. J'avais pas le mot. Et je trouve ça trop bien. C'est-à-dire que même au Louvre, typiquement, même si vous voyez bien, je trouve que c'est super de passer par cet espace qui est généralement vide, où oui, on peut toucher, voir et avoir un autre rapport. Aborder les sources de manière différente. On a fait le tour. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais. En revanche, il y a peut-être des questions dans le public. Caroline, vas-y. Je me demandais, parce que dans les restitutions qu'on voit à Trévarez, mais dans beaucoup, c'est souvent des images, des décors en fait, qui sont posés. Et la vie sociale, il y a rarement des humains qui sont présentées. Même dans les histopades, je sais pas, j'en ai utilisé un cet été, des fois on voit des tables avec des repas, mais il n'y a jamais d'hommes et de femmes qui nous font sentir. Alors apparemment, Marie-Morgane, c'est une préoccupation pour la forge. Mais justement, ces sources sociales, comment on pourrait les utiliser? Est-ce que c'est une préoccupation que vous avez dans ces lieux? Comment on peut valoriser plein de récits que le numérique, justement, on pourrait accéder à ces récits par le numérique en visitant un lieu? Là, il y a les audioguides, mais en fait, j'en ai jamais vu, par exemple, des récits guidés, mais subjectifs, en visitant des lieux qui pourraient nous donner des points de vue de tout un tas de gens qui sont passés par là et qu'on pourrait avoir des sources sur différentes époques. Donc, je ne sais pas si c'est des choses qui se débattent, c'est vraiment les décors, comment c'était, les bâtis, les fonctions sociales de telle ou telle caisse. Je ne sais pas comment vous percevez ça. Effectivement, dans le projet des forges, on a ce qu'on appelle les avatars qui sont finalement nos représentations numériques des forgerons et c'est donc eux qui détiennent la connaissance sur ce qu'on voit. Donc le but, c'est quand on est immergé, on va pouvoir lui poser des questions et c'est lui qui va aller nous chercher la réponse dans sa base de connaissances. Donc effectivement, sur les 3 projets que j'ai montrés, c'est le seul avec justement de la vie, entre guillemets, à l'intérieur. Mais pour le projet de Molène, on en avait beaucoup discuté avec les archéologues. Concernant ce projet, j'avais écrit 4 scénarios de médiation et celui qu'on a développé, c'est celui qui présente l'habitation parce que c'est là où on avait énormément de données et où on voulait transmettre vraiment les informations au public.
Et il y avait un scénario qui était super intéressant, c'était le scénario qui était ciblé sur l'activité humaine. Parce qu'en fait, sur le site, il y avait de la création de tissus, il y avait de la poterie, il y avait de l'élevage, il y avait de l'agriculture. Il y avait énormément de choses. Et en fait, à travers les objets qu'on a trouvés sur place, on a énormément d'informations sur l'activité humaine. Et là, on s'était dit, si jamais on prolonge ce projet-là, on se focuserait vraiment sur ce scénario. Et comment parler d'activité humaine si on ne montre pas justement les personnes. Et là, on est face à une problématique. C'est comme pour le toit, on n'a aucune information sur leur accoutrement, comment ils étaient physiquement. Donc, soit on prend un exemple en faisant, je sais pas, en imaginant avec voilà, une toge ou ce genre de choses, en sachant qu'on peut très bien être complètement à côté de la plaque, soit on suggère. Et donc, on était parti là-dessus. Si jamais on aurait utilisé ce qu'on appelle la technologie de la motion capture. Donc, par exemple, pour le geste du potier, on aurait demandé justement à des personnes qui travaillent la céramique de nous représenter des gestes en fonction des tessons qu'on a trouvés sur place, et essayer de trouver des gestes qui pourraient être utilisés sur place. Mais on était parti sur capter le geste, mais ne pas représenter la personne, juste la suggérer pour être sûr de ne pas être ouais, voilà, on voulait montrer le geste sans montrer vraiment la personne, quoi. Les éleveurs, ils proposent pour les silex, des choses comme ça, des sortes de dessins animés, en fait, où on n'a pas forcément la personne, mais on a les gestes. Donc, je trouve ça super intéressant. À Trévarez, on a trouvé d'autres moyens, mais c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup développer. Alors, on le fait d'une manière un peu discrète, en mettant, par exemple, on a un domestique à un moment qui passe sur un mur, mais c'est juste une ombre qui donne juste l'illusion qu'il y a quelqu'un qui est passé là et qui est effectivement dans le service. On a des photos où on montre les domestiques, on raconte aussi les lieux où ils vivaient, où ils travaillaient. Mais c'est sûr que moi, j'aimerais bien que la tablette qu'on peut proposer au public dans le grand salon pour la reconstitution de cet espace, que les gens puissent l'utiliser dans d'autres espaces et voir par exemple qu'un drap était lavé aux écuries, puis ensuite acheminé au château, passé par l'ascenseur, tout ça, et tout ça a été fait par une personne. Donc oui, moi, c'est des choses. Mais après, je suis un peu, moi, gênée par la représentation dans le monde virtuel des personnes. Et je trouve que c'est... Et pourtant, nous, on serait assez... Enfin, pour nous, ce serait pas trop un problème de documenter, d'être capable de dire, porter, tout ça. Quoique, c'est pas si évident ça, mais on y arriverait, quoi. Mais je suis un peu gênée, en fait, par l'aspect qu'on donne, en fait, aux gens. On les fige, surtout que nous, en plus, on a un autre projet à côté, mais qui n'est pas du tout virtuel, qui est bien concret, c'est-à-dire qu'on propose aux gens, on a un projet qui s'appelle Mémoire vive, ça fait depuis quelques années, où en fait les gens nous laissent leurs souvenirs, parce qu'ils ont habité Trévarez, parce qu'ils ont travaillé à Trévarez. Et donc on a cette petite exposition où on peut les écouter, ces gens. Donc finalement, ils nous racontent par leurs récits, et aussi par les objets qu'ils nous ont déposés, ou des photos, des cartes postales, cette histoire-là, justement, des gens à Trévarez. Donc, mais j'aimerais bien prolonger ça dans le parc. Autre question, peut-être? Intervention. Je reviens sur la numérisation du patrimoine, même pas sur le territoire français, même dans le monde entier. Est-ce que vous savez si justement on peut conserver ça par la numérisation au cas où, comme Notre-Dame le plus récent, s'il y a une catastrophe naturelle ou quelque chose, pour conserver tout ça? C'est une très bonne question. On va dire que ça va dépendre de la culture. Ça dépend extrêmement de la culture de chaque pays et de sa position vis-à-vis de son patrimoine. Par exemple, en Europe, vu la façon dont on voit notre patrimoine, oui, je peux quasiment dire sans me tromper que pour tous les pays européens, on est à peu près sur le même credo, sur cette même envie de sauvegarder cela. On a, je pense, Angleterre, Suisse, Allemagne, Italie, n'en parlons pas. Il y a cette volonté-là. Roumanie aussi, il y a des projets qui sortent là-bas. Aux US, c'est plus compliqué. Au Québec, ils sont au taquet. En Amérique du Sud aussi. Et au Japon, ça n'a aucun sens de faire ça.
Parce que venir faire la numérisation d'un temple dont c'est finalement les gestes qui sont comme un rituel refait tous les 20 ans, tous les 20 ans, tous les 30 ans ou tous les 50 ans pour garder frais et dans l'esprit de tous le bâtiment, donc vous pouvez aller faire une numérisation, mais elle ne vaut pas grand-chose finalement, à part nous montrer à nous occidentaux comment en 3D le pont Kintai, à quoi le pont Kintai ressemble. Donc ça dépend, et je vous parle juste des cultures que je connais à peu près. Mais ouais, c'est au cas par cas. En Europe, il y a cette volonté de faire un cloud européen de la donnée patrimoniale, sous-entendu de réunir en un endroit, d'entreposer en un endroit toutes les numérisations et un ensemble de sources pertinentes pour en faire et la médiation et garantir et faire une sorte de dépôt de garantie de ce que l'on a en termes de patrimoine européen. Ça existe déjà en France, hein. On a le conservatoire des données 3D Ouais. où tous les laboratoires en fait qui font de la numérisation du patrimoine peuvent déposer en fait leurs fichiers, les articles en lien avec ces projets, vraiment toutes les données qui sont disponibles en fait à travers des portails. Oui, voilà. Et puis ça permet de créer éventuellement des réseaux entre différentes équipes. C'est hyper intéressant de pouvoir tout réunir dans un seul endroit, quoi. Et à l'échelle des grands monuments mondiaux, la déclaration de Vancouver en 2012 sur l'UNESCO, qui fait de la numérisation préventive, qui commence à faire des recommandations reprises sur la numérisation systématique. De tout, en tout cas, c'est déclaré. Et ça a beaucoup bougé. Justement, ça a beaucoup bougé justement aussi à partir de 2003 avec la charte de conservation du patrimoine numérique aussi. Donc, la numérisation des bâtiments. En fait, on a le bâtiment physique qui est du patrimoine matériel et on a le nuage 3D ou la modélisation qui devient un patrimoine numérique à part entière, quoi. Et qui doit être conservé pareil. Voilà, avec les mêmes cahiers des charges. Copyright. Voilà. C'est très intéressant parce qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est toujours cette question du passage de l'histoire à la mémoire. C'est-à-dire que tant qu'il y a une mémoire vivante des choses, comme au Japon, tu viens de citer l'exemple, on n'a pas vraiment besoin de cette distance, de cette séparation avec l'histoire. Et les mémoires vives, c'est pareil, ça fait le lien véritablement avec le lieu de Trévarez. Tandis que ce qui est vraiment disparu, quand là, vous sollicitez un témoin dans le phare, parce que comme ça va valider de l'histoire reconstituée. Mais en fait, ce qui est plus important, c'est la mémoire. Donc, c'est ce qu'on va transmettre. Il y a juste un aspect, moi, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Oui. Juste une question. Là, on a beaucoup parlé de la numérisation scientifique, mais il y a pas mal d'entreprises, j'imagine, qui font aussi la 3D, qui sont des prestataires. Et je me demandais si leur méthodologie est très différente de la méthodologie purement scientifique ou non. Est-ce que, par exemple, ils apprécient davantage la figuration humaine dans le numérique? Je ne sais pas. Excellente question. Scotche tout le monde. Dans mon expérience personnelle, dans le cadre des projets sur lesquels je travaille, la modélisation, donc elle va être construite en partie chez nous, mais pour tout ce qui est travail de lumière, travail de texture, pour être vraiment au plus près du résultat final, on travaille avec une entreprise d'infographistes. Et eux, pour tous les rendus, ils ne vont s'appuyer que sur les corpus de documents qu'on va leur fournir. C'est-à-dire qu'on va leur fournir des vidéos, on va leur fournir des photos et vraiment des images même d'époque, ce genre de choses. Et ils vont s'appuyer là-dessus pour travailler la modélisation. Donc c'est vraiment autant sourcé que nous, ce qu'on fait de notre côté, quoi. Alors juste pour répondre là-dessus, il y a la première conférence en fait du cycle portait sur cette relation avec les entreprises. Et déjà, cet aspect-là était un petit peu suggéré parce qu'on voyait très bien qu'il y avait des entreprises qui avaient besoin de rentabiliser sur le plan technique leurs outils. Et d'autre part, très souvent, en fait, nous, dans les projets qu'on a pu rencontrer, je ne sais pas pour vous, mais il y a collaboration avec des experts scientifiques dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise elle-même va demander la collaboration de scientifiques. Donc, on va retrouver un peu les mêmes méthodes. Un peu. C'est-à-dire, ouais. C'est pas une question de méthodo et c'est plutôt un point de vigilance. Si il y a vraiment, s'il y a vraiment un point sur lequel il faut faire
hyper gaffe, c'est les données numériques, à qui elles appartiennent et ce qu'on vous livre à la fin. Et ça, je pense que voilà, ouais. Qui est propriétaire? Qui est propriétaire des données, et ça, mais faites gaffe, parce que vous faites un contrat qui est un peu permissif, vous pouvez vous retrouver avec jamais les données sources, c'est-à-dire on va vous vendre pièce par pièce des éléments que vous étiez censé avoir payés. Typiquement, je veux le relevé de tel monument et une série de plans. On va vous faire l'ensemble, sauf qu'on va vous livrer que les plans. Puis après, vous faire et le nuage de points, ah ben c'était pas dans le contrat. Vous relisez le contrat, ben oui, c'est vrai que les données sources n'étaient pas marquées. Et si vous demandez une prestation comme ça, même si vous ne savez pas utiliser un nuage de points, même si on vous balance, surtout je pense à de la photogrammétrie, même de la lasergrammétrie qui pèse très lourd, vous voulez les données originales de chaque cliché d'appareil photo et de chaque station de laser. Et ça, il n'y a vraiment pas à discuter, c'est la base du contrat que vous devez faire. Parce que sinon, vous êtes potentiellement une vache à lait. Voilà. D'ailleurs, c'est un aspect qu'on n'a pas abordé. Vous auriez des ordres de grandeur, de budget sur les projets, parce que c'est scientifique, c'est bien, ça serait intéressant de savoir combien ça coûte quand on veut mettre ça en place. Je pense que Noélie, tu as eu des... par exemple, la numérisation. Pardon, oui. Ouais, pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça, parce qu'en fait, on a alors déjà la numérisation là, pour le grand salon, la partie bombardée, ça remonte déjà à quelques années. Donc, c'est plus d'actualité. Enfin, et puis déjà, on était un peu au début de ça, donc ils ne nous avaient pas trop fait payer le vrai prix parce qu'on servait encore de fast test pour eux. Donc, et après, on a travaillé des étudiants. Donc, pour l'instant, j'ai une petite idée, mais ça coûte cher dès qu'on veut plus d'informations. Si on veut prendre le temps et qu'on veut vraiment faire les choses correctement, ça prend du temps. Donc, franchement, le temps, c'est de l'argent. Dans l'humain. Et est-ce que la mise à jour ou l'amélioration en fait, est prévue en fait, Voilà, c'est ça que je voulais évoquer. C'est peut-être que ça revient à ce qu'on s'est dit au début. C'est-à-dire que finalement, moi, je trouve que ce qui est le plus compliqué pour se comprendre, c'est pas tant quand on est en train de travailler ensemble à faire l'objet, que plutôt au niveau des contrats et au niveau de savoir comment on appelle cette chose de maintenance, en fait. C'est-à-dire que le matériel, à un moment, quand il devient obsolescent, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, les tablettes, concrètement, en bout de 5 ans, les applications, elles ne fonctionnent plus sur les tablettes. Donc, il faut avoir une nouvelle version. Mais ça, est-ce qu'on la paye, la nouvelle version? Enfin, c'est tout un ensemble de choses qui font que c'est un peu problématique. Et puis, nous, on ne peut pas intervenir dessus. On n'a pas d'informaticien dans notre équipe. Donc, on est très, très dépendant, en fait, de l'entreprise. Et comment on fait dès le départ, en fait? Est-ce que dans le contrat, il y a une case pour dire au bout de 5 ans, ça va être obsolète, enfin, on va pouvoir vouloir faire développer ça? Mais ça, nous, dans notre budget, c'est compliqué en fait à défendre auprès des décideurs. Enfin, parce que dans quel budget, c'est pas de l'investissement. On peut mettre ça dans l'investissement, mais en fait, ça, ce service après-vente, non, c'est pas de l'investissement. Donc, enfin, c'est assez complexe, quoi. Et je pense que c'est quelque chose. Je sais que nous, sur les premières choses qu'on a pu faire, on n'était peut-être pas très, très au point, en fait. Et, faut qu'on s'améliore, mais c'est pas évident. Marie-Morgane, tu as vu, toi, des situations comme ça Non, vous êtes dans le labo. C'est idéal. Je travaille en autarcie. Non, pas tout de suite. Travailler au château de l'île de Bretagne, et effectivement, c'est des chercheurs qui leur ont fait une maquette éclairée. Et là, c'est la galère de travailler avec les chercheurs. Parce qu'ils font un super truc, mais après, ils sont plus là. Quoi. Et donc, du coup, c'est en panne régulièrement. Et voilà, parce que c'est pas l'objectif des chercheurs de faire cette maintenance. Donc, je sais pas si vous avez des retours aussi de travail pour des dispositifs qui sont voués à justement rester pour le public et d'être exploités. Les problèmes que ça pose. Faire comprendre aussi à une entreprise qu'on n'a pas Internet. Enfin, que ça, voilà, oui, il faut faire des actualisations, mais nous, ça veut dire qu'il faut qu'on récupère l'ordinateur, qu'on l'emmène dans notre bureau qui est à 500 mètres, c'est... Voilà, quoi, donc c'est... Bon, après, je pense que nous, en interne, maintenant, on devrait essayer d'avoir une personne qui est spécialisée là-dedans, parce qu'on rencontre quand même assez souvent des problèmes, et sur les expos temporaires, c'est pas très grave.
6 mois, voilà, on fait avec, quoi. Mais sur des expos, nous, là, la Trévarez, la dernière version, c'est quand même, elle date de 2015. Donc, on ouvre le matériel et on va faire des applications, enfin, des choses comme ça, quoi. J'ai une information, mais elle est, je pense, périmée. C'est pour la question du prix, j'étais en train de réfléchir. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'église, c'est l'église Saint-Germain, c'est ça qui est en centre-ville, juste à côté, pas du tout. Il y a la cathédrale, et il y a une église à peine. Ouais. Saint-Paterne, tu as dû passer près de Ouais, Saint-Paterne. voilà, l'église Saint-Paterne. Un tout petit peu plus gros que ça. En 2019, j'avais discuté avec justement quelqu'un qui travaillait. Il m'a dit que le relevé laser, tout compris, c'est-à-dire mission sur le cahier des charges, mission sur le terrain, empaquetage, extraction de plans, il était entre 20 et 30 000 euros. Mais c'était en 2019 et je pense que ça a bougé. Enfin, ça dépend après la grandeur du bâtiment, tout ça. Quand on avait présenté le projet de Molène lors d'une conférence à Paris, on avait essayé d'évaluer en fait le coût de ce projet après l'étape du capture de nuages de points. Parce qu'en fait, le nuage de points, enfin, la captation en fait, des fondations a été faite 2 ans avant le début en fait, de la modélisation. Et donc, moi, j'ai travaillé dessus pendant 2 ans et on a essayé d'évaluer en fait le coût, mais en englobant aussi la charge salariale de moi, de mon collègue, des infographistes et tout. Voilà. Et on était venu, si mes souvenirs sont bons, sur 2 ans, en sachant qu'on était sur d'autres projets en même temps, donc on n'était pas à 100% sur ce projet-là. On avait évalué, je crois, entre 70 et 80 000 euros. Mais sans l'étape vraiment de captation des données, quoi. Sans cette partie en plus. Donc un investissement. Oui. Après, nous, ce qui est bien, c'est que moi, par exemple, tout ce qui est synopsis, moi, ça, nous, on peut le faire. Ça. On n'a pas cette partie-là. On est vraiment sur la partie captage de points et ensuite développement de. Je ne sais pas comment l'appeler en fait, parce que ça dépend les projets, quoi, mais application, c'est un peu générique pour réalisation. Oui, donc après, à chaque commanditaire de bien évaluer aussi l'impact qu'il pense avoir avec ce projet de numérisation, comment capter ses publics et surtout penser à la mise à jour et à l'après. Il ne s'agit pas juste de le mettre en place, mais la maintenance du matériel. Voilà. Merci beaucoup à vous trois pour vos témoignages, pour vos réactions. Merci au public également. Et puis on espère que vous avez appris des choses, compris des choses, découvert des choses, parce que c'est le but. Merci beaucoup. Merci.